Je suis Roland Lehoucq et je suis astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et je travaille au centre de Saclay, dans l'Essonne. Alors le CEA, donc commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, comme son nom l'indique, il s'intéresse aux considérations énergétiques. Il a été fondé dans les années 1945 pour s'intéresser à la production d'énergie nucléaire et à la fabrication des armes de dissuasion françaises. Et puis ensuite, ses missions ont beaucoup évolué et maintenant le CEA travaille énormément en recherche fondamentale, en physique, en biologie, en chimie et travaille toujours bien sûr pour la défense. Pour en savoir plus, il suffit d'aller sur le site cea.fr. Alors, un astrophysicien moderne, si j'ose dire, est dans un laboratoire qui est essentiellement des bureaux qui contiennent des ordinateurs. Et voilà, avec ça, il est en contact avec le monde, il est en contact avec ses collègues. Il n'a pas d'observatoire sous la main, il n'a pas de télescope sous la main, mais il peut, quand c'est son travail principal d'observateur, il peut être amené à demander du temps d'observation sur les grands télescopes au sol, sur les télescopes qui sont en orbite autour de la Terre. Et donc, un astrophysicien, c'est un chercheur, disons, dans un bureau, avec des ordinateurs, qui discute avec ses collègues, qui communique avec ses collègues, qui écoute des séminaires, qui fait sa recherche dans son laboratoire, qui traite les données qui ont été observées par les télescopes qu'il utilise, dont il a demandé du temps. Et voilà, je suis dans un bureau, voilà, bêtement. Alors, je veux faire de l'astrophysique et de l'astronomie depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 8 ou 9 ans, je veux faire de l'astronomie et de l'astrophysique, mais il est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes, mais dont la première, décédée maintenant, s'appelle Bruno Morando, ou s'appelait Bruno Morando, était un astronome qui travaillait, à l'époque ça s'appelait le Bureau des longitudes, maintenant ce laboratoire s'appelle l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Et Bruno Morando, comme animateur d'un camp d'astronomie auquel j'ai participé quand j'étais adolescent, m'a mis le pied à l'étrier de toute façon, a confirmé mon goût pour l'astronomie et m'a surtout, comme chercheur professionnel, donné le goût de la recherche et de la théorie. Ma recherche a longtemps concerné ce qu'on appelle la topologie cosmique, c'est-à-dire l'étude de la forme de l'univers. Et c'est un sujet qui fait partie de la cosmologie, de l'étude de l'univers dans son ensemble, qui est une branche de l'astrophysique. Et dans la topologie cosmique, ce sujet a été très actif des années 1995 aux années 2015 à peu près. Et il y avait quelques équipes dans le monde, une petite équipe française, des Allemands, quelques Brésiliens, quelques Américains qui travaillaient sur ce sujet activement pendant cette période. Donc comme c'était un sujet, on va dire, un peu qui n'était pas mainstream, comme on dit en bon français, dans la cosmologie, il n'y avait pas d'énormes équipes, mais on constate maintenant qu'en astrophysique, pour des projets spatiaux d'importance, quand il s'agit par exemple de construire, de concevoir et de lancer un télescope spatial, eh bien, ce sont des équipes de centaines de chercheurs sur des dizaines de pays qui se regroupent pour fabriquer, concevoir, utiliser et traiter les données du télescope. Alors, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein a été publiée en 1905 et elle venait d'une constatation d'Einstein qui lui faisait dire qu'il y avait un problème en physique qui le gênait, un problème qui relevait de l'électromagnétisme et de la façon dont on interprétait certaines expériences d'électromagnétisme. Et pour régler ça, il a posé deux principes. Le premier, c'est que toutes les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme, qu'on appelle aussi référentiel galiléen, en référence à Galilée qui les a pensés le premier, ou référentiel inertiel. Et deuxième chose, il a imaginé que la vitesse de la lumière était la même pour tous les observateurs en déplacement rectiligne uniforme. Et de ces deux principes-là, il a déduit toute une théorie, une nouvelle théorie de l'espace et du temps qui mélange l'espace et le temps en un seul objet physique qui désormais s'appelle l'espace-temps. Et dans cette vision-là du monde, des choses très curieuses se produisent, inhabituelles au regard de notre physique quotidienne, de notre perception quotidienne du monde. Par exemple, deux événements qui vous paraissent simultanés ne seront pas simultanés pour un autre observateur en déplacement par rapport à vous. Et de cette façon, on peut se convaincre qu'il n'est pas possible de définir un présent universel commun à tous les humains.
L'idée qui est derrière ça, c'est que chaque humain, chaque observateur a son temps propre, qui lui est propre et qui n'appartient qu'à lui, même si bien sûr les différences entre votre temps propre et celui des autres observateurs sont microscopiques, de l'ordre du milliardième de seconde à l'échelle des vitesses quotidiennes. Et puis Einstein a ressenti rapidement le besoin, il avait même presque prévu dès le début, d'étendre, d'élargir, de généraliser sa théorie de la relativité restreinte pour y englober la gravitation. La gravitation, selon Newton, est une force qui agit à distance instantanément. Dans la relativité restreinte, il existe une vitesse maximum qui se trouve être celle de la lumière. Dans ce cadre-là, les transmissions instantanées ne sont pas raisonnables, ne sont pas possibles. Donc il fallait tenir compte de cette finitude de la vitesse de transmission de l'information dans le cas de la gravitation de Newton. Il en a résulté une nouvelle théorie, dite de la relativité générale, théorie qui a remplacé et même englobé finalement celle de Newton, qui n'est pas devenue fausse, qui est simplement devenue moins générale, son cadre d'application était moins grand. Elle était valable pour les petites vitesses, pas trop grandes par rapport à celle de la lumière, et pour les champs de gravitation pas trop importants. Et cette théorie de la relativité générale a eu des conséquences nombreuses dans la compréhension des phénomènes de l'univers, notamment le phénomène de trou noir, le phénomène d'ondes gravitationnelles, mais aussi la fabrication du GPS, le fonctionnement des systèmes de localisation par satellite repose explicitement sur la relativité restreinte et la relativité générale. Sans ces deux théories, le GPS tout simplement n'existe pas. Si on compare le début du XXIe siècle et le début du XXe siècle, on constate qu'au début du XXe, ça crépitait d'idées, la relativité restreinte, relativité générale, les débuts de la théorie quantique, et donc toutes les théories, trois grandes théories physiques qui ont nourri toute la physique du XXe siècle, qui la nourrissent encore. En ce début du XXIe siècle, on a l'impression qu'il n'y a pas l'équivalent. Néanmoins, sans pouvoir dire évidemment si on est à l'aube d'une grande révolution, on a un certain nombre de problèmes qui se posent en astrophysique par exemple, concernant ce qu'on appelle la matière noire ou l'énergie noire. On a des problèmes sur la compréhension de ce qu'est le vide, on a des problèmes dans la compréhension du lien entre gravitation et mécanique quantique, et qui, on le sait, nécessitent d'élaborer une nouvelle théorie physique, ou en tout cas de modifier les théories physiques dont nous disposons actuellement, qui sont fonctionnelles dans un certain nombre, dans certains cadres, mais dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas dans un cadre plus général. Par exemple, quand la densité d'énergie est très grande, la gravitation ne fonctionne plus, la mécanique quantique ne fonctionne plus à elle seule, il faut allier les deux dans une théorie quantique de la gravitation qui est encore à bâtir. Donc on sait qu'il faut bâtir quelque chose, on ne sait pas quand cette construction sera finalement élaborée. Les sociétés, disons, scientifiques, les regroupements de scientifiques sont utiles aux scientifiques d'abord pour échanger leurs idées, pour se fédérer, pour travailler ensemble et créer des grands projets toujours coûteux et qui nécessitent, pour être acceptés, de pouvoir toucher une communauté la plus large possible. Donc ces associations de scientifiques, de laboratoires, sont importantes pour la vie scientifique, les échanges d'idées scientifiques et la coagulation d'énergie positive à fabriquer des instruments, à créer des nouvelles choses, des objets techniques qui permettent de faire progresser l'observation du monde et l'expérimentation sur le monde. Alors ensuite, les scientifiques, ces associations, mais aussi les scientifiques à l'échelle individuelle, sont utiles dans la société en ce sens qu'ils produisent des nouvelles connaissances et ils les diffusent dans le monde auprès des gens qui les financent, puisque en France, en tout cas, le financement des scientifiques et de la recherche se fait par les impôts, se fait par les fonds publics et donc se fait par les impôts du citoyen. Donc il est assez naturel que les scientifiques aussi cherchent à rendre finalement, à redonner aux citoyens les connaissances qu'ils ont acquises par leur sueur, par leur travail, par l'argent des citoyens en question. Et donc ces associations de scientifiques, et ça peut être aussi à l'échelle d'un scientifique individuel, sont tout à fait utiles pour diffuser les connaissances et finalement rendre au public ceux qu'il a payés finalement. Un conseil quand on est intéressé par les sciences. Mais si on est intéressé par les sciences, d'abord on doit pratiquer les sciences, lire des sciences, regarder des sciences sur des chaînes YouTube, à la télévision il n'y a pas grand chose, au cinéma il n'y a pas grand chose, aller voir des conférences, lire des livres, beaucoup de livres, de très bons livres de culture scientifique, aller dans des clubs, aller dans des séjours d'astronomie pour adolescents, dans des séjours de microfusées, dans des séjours de biologie, dans des séjours de géologie, dans des séjours d'ethnologie, d'éthologie plutôt.
on se retrouve à pratiquer les sciences et à les comprendre. Il faut se forger une culture scientifique. Si on est passionné par quelque chose, on doit y consacrer son temps en dehors de l'école, évidemment. En dehors de l'école, c'est ça la passion. Si vous êtes passionné du football, vous faites du football. Vous êtes passionné de musique, vous faites de la musique. Vous êtes passionné de sciences, faites des sciences. Donc ça veut dire travailler, bien travailler, et puis si vous avez un peu de temps, pensez à travailler. Voilà les 3 conseils que je peux vous donner.